Ok, je risque d'être décevant dans ma réponse parce qu'on ne fait pas un film pour transmettre. Vraiment, je voudrais que vous me croyiez. Euh, on n'a rien à transmettre. On a des histoires à raconter, mais on a surtout quelque chose à se transmettre à soi-même. C'est-à-dire ce film, je l'ai coécrit et Robin Campillo, qui est le réalisateur, m'a demandé de l'écrire avec lui parce qu'il était militant d'Act Up, mais que c'était très compliqué d'écrire une sorte d'autobiographie collective seule. Et je n'ai accepté de participer à l'écriture de ce film alors que je ne suis pas scénariste, que parce que j'avais des interrogations sur moi-même. C'est-à-dire qu'on écrit des histoires parce que les choses ne sont pas très claires. Pour ma part, par exemple, et vous allez me dire que c'est pas exactement, ça n'a pas exactement à faire avec la question des luttes et surtout pas avec la question de la transmission. Si j'ai accepté de le faire, c'est parce que, bon, peut-être que vous pouvez l'imaginer, j'ai quelque chose à faire et quelque chose à voir avec les personnages qui sont représentés dans le film. Et, euh, et je, et je voulais m'affronter à la question de savoir si aimer quelqu'un qui va mourir, c'est l'aimer parce qu'il va mourir. Et si aimer quelqu'un qui va mourir, c'est être aimé parce que l'autre va mourir. Voilà. En vérité, la question de la transmission ne se posait pas. Pour autant, et c'est là que je reviens à votre question, une fois que le film est fait, une fois que ce travail a été fait, qu'on a pris sa torche et qu'on a essayé d'éclairer toutes les questions qu'on pouvait se poser sur soi-même et sur sa propre histoire, il a été reçu comme, comme une transmission des luttes. C'est-à-dire qu'il 120 battements par minute participe maintenant à une histoire des luttes. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que c'est sans doute l'un des seuls cas de figure, à ma connaissance, dans l'histoire du cinéma. Il se trouve que le cinéma m'intéresse un peu parce que j'ai pas mal écrit dessus dans les cahiers du cinéma, mais c'est sans doute l'un des seuls cas de figure où des militants entreprennent de fictionner eux-mêmes leur histoire. Or, pour Act Up, et je comprends parfaitement hein, qu'un certain nombre d'entre vous aient dit mais comment ça a pu m'échapper, il n'en reste pas moins que la stratégie d'Act Up, parce qu'on était, comme vous l'avez vu, 50, 100, 150, jamais plus, et 50, 100, 150 malades du sida, la stratégie d'Act Up, ça a été de parier sur la visibilité, avec l'idée qu'il fallait être aussi visible que possible, ne serait-ce que parce que quand le sida est apparu, tout l'enjeu, c'était de nous rendre invisibles. Parce qu'un PD qui meurt ou qu'un toxico qui meurt, ça fait pas de vagues. On a décidé de faire des vagues en ce qui nous concerne. Autrement dit, faire des vagues, ça a continué jusqu'au fait de faire un film. 20 ans ou 25 ans après, je me suis d'ailleurs demandé pourquoi 25 ans après, on avait besoin de faire un film. Est-ce que ça a à faire avec la question de la transmission? Oui, peut-être. Parce qu'après tout, j'ai des étudiants, des neveux, des nièces qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire, alors qu'ils et elles sont militants et militantes. Ça a aussi sans doute à voir avec une question beaucoup plus intime, qui est que 25 ans, c'est peut-être le temps qu'il faut pour que le deuil ne soit pas complètement déchirant. Que le deuil ait été fait et qu'on puisse raconter cette histoire pleine de bruit, de fureur et d'enterrement, en vérité. Donc voilà, mais encore une fois, c'est un objet de transmission d'une mémoire, mais il n'a pas été véritablement pensé comme ça. Euh, euh, il n'a pas été fait pour ça. C'est une bonne nouvelle qu'il soit pris comme ça. Je vous parlais tout à l'heure de mes étudiants et étudiantes. Je vous parlais de mes neveux et nièces. Ils ont l'âge qu'on avait à l'époque. Euh,
bon, il y avait des âges très divers à ACT UP, mais la majeure partie d'entre nous a découvert qu'il était séropositif ou malade du sida à 20 ans. Et donc, on s'est rassemblés pour lutter contre cette maladie qui se présentait comme une fatalité et dont nous estimions qu'elle était politique avant toute autre chose. On s'est rassemblés dans ces eaux-là, c'est-à-dire on avait 20, 25 ans, c'est-à-dire l'âge des protagonistes du film. Euh, et, et peut-être que d'être confronté effectivement à des gens qui aujourd'hui ont cet âge et qui ne se rappellent pas de cette histoire, ne serait-ce que parce que c'est pas leur histoire, que leur histoire militante, elle est ailleurs, et que pourtant, dans leurs gestes militants, dans leur façon de faire, dans leur façon d'agir dans l'espace public, et ça, je pourrais revenir éventuellement là-dessus, parce que ACT UP a sans doute inventé des formes d'action dans l'espace public, il et elle héritent de ce qu'on a travaillé et expérimenté à l'époque. Donc oui, peut-être qu'il y avait... j'ai été ému en tout cas. Je ne me suis pas rendu compte que c'était à elle et à eux que nous nous adressions en particulier, mais j'ai été ému que ce film ait été un gros succès chez les jeunes. Euh, je vous assure qu'au moment où on essaye de financer le financement n'a pas été trop difficile à obtenir, mais je vous assure qu'on est absolument persuadé que ça ne va pas être un bide, mais, mais, mais que ça n'ira pas au-delà de 20, 30 000 entrées, ce qui est la, la normale pour un film. Euh, euh, et pour un film de ce genre. Voilà, le film a rassemblé plus d'1 million de spectateurs en France. Je parle des salles. Et ça n'est possible que s'il y a un succès assuré par des jeunes générations. Donc ils ont reçu quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose qu'on leur avait directement envoyé, mais c'est ça les films. On envoie des histoires dans les étoiles et puis Et ça c'est pris, attrapé par celles et ceux qui en ont besoin à un moment. De quoi ils ont hérité, de quoi les jeunes militants d'aujourd'hui, dans des mouvements divers, hein, les mouvements écologistes, les mouvements, euh, notamment les mouvements écologistes, mais pas seulement. Euh, J'étais hier ou avant-hier dans une réunion contre l'antiziganisme, par exemple. Et je vois bien qu'il y a une parenté avec ce qu'on a fait. Alors, pour le dire vite, parce que je ne veux pas vous assommer et surtout prendre tout votre temps de discussion, la tradition militante en France, c'est une tradition de masse, en gros. C'est un militantisme de masse qui est notamment, je caricature les choses, mais qui est notamment assuré par les syndicats. Et qui est bien assuré par les syndicats. Euh, Qu'est-ce qu'on fait, nous? On travaille à des modes d'action absolument minoritaires. C'est le club des 5 ou les pieds nickelés, ACT UP. Hein. C'est vraiment l'idée qu'on peut soulever le monde à 4 ou 5, en gros. Ça, c'est déjà une invention. Et qu'on ne peut soulever le monde à 4 ou 5 qu'à condition qu'on parle en première personne et qu'on intervient en première personne là où tout est fait pour interdire la première personne. ACT UP, c'est un groupe de gens qui sont censés avoir honte. Honte d'être homosexuel, honte d'être malade du sida, honte d'être des anciens prisonniers, honte d'être des toxicos, etc. Autrement dit, c'est des gens qui sont censés ne pas sortir en tant que tels dans l'espace public. Et précisément, le premier geste en amont de tout discours d'ACT UP, et indépendamment enfin, en amont de tout le discours d'expertise et de contre-expertise qu'on va fabriquer, le premier geste d'ACT UP, c'est de sortir dans l'espace public et de parler en notre nom
de malades du sida, d'homosexuels, de toxicos, d'anciens prisonniers, etc., etc. Et j'ai bien vu que après ça, je me souviens très bien, quelques années après la création d'ACT UP, il y a les grands mouvements de sans-papiers, les premières coordinations de sans-papiers et sans-papiers. J'avais des grandes discussions avec Madjiguène Cissé, qui est morte il y a quelques années, mais qui est une des figures de l'occupation de Saint-Bernard, dont peut-être certains et certaines d'entre vous se souviennent, et qui disait que qu'on avait ouvert la voie d'une sortie collective du placard. Le sans-papier, en toute rigueur, ou la sans-papière, c'est celle ou celui qui doit se planquer parce qu'il y a toujours des flics qui peuvent vous arrêter. Et bien justement, il va s'agir de produire une image et un discours de sans-papier et de sans-papière réinvesti en première personne par celles et ceux qui le sont. Et je crois que ça, c'est sans doute l'un des premiers gestes. L'autre geste, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'idée qu'il faut inventer des actions, il faut pallier l'absence de nombre par des actions, des interventions très rapides, des apps, comme on appelait ça à l'époque. Alors, je dois dire hein, qu'on a bénéficié sans doute à ACT UP d'une extraordinaire tolérance qui n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une criminalisation des gestes militants, et notamment des gestes militants dans la sphère écologiste, sous couvert de lois antiterroristes, qui fait que la majeure partie des actions que nous avons faites, alors qu'on ne jouait pas du tout la clandestinité, a pu avoir lieu sans casse. Personne n'a perdu un œil. Euh, on a fait des nuits de garde à vue, mais ça, c'est monnaie courante dans le militantisme politique, mais il n'y a pas eu de casse. Alors on a bénéficié sans doute d'une espèce de fenêtre historique intéressante qui était que le militantisme avait été relativement décriminalisé auparavant, avant sa recriminalisation. On a bénéficié aussi du fait qu'on faisait peur, et qu'on faisait peur notamment parce que quelques années avant la création d'ACT UP, je ne sais pas si certains d'entre vous et certaines d'entre vous s'en souviennent, il y a eu la mort de Malik Oussekine qui a été tabassé pendant une manifestation à la fin des années, à la fin des années 80 et qui en est mort, qui a été tabassé par les flics. Si bien que les flics étaient terrorisés. Ils étaient terrorisés à l'idée qu'un malade du sida meurt à l'issue d'une intervention. Autrement dit, on a sans doute fait des choses qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Hein. On rentrait dans des ministères comme dans du beurre à l'époque. Vous imaginez que c'est devenu totalement impossible aujourd'hui à la faveur des mesures de prévention contre le terrorisme et puis de tout l'arsenal judiciaire et policier antiterroriste. Mais ça a vraiment fait qu'on a été une sorte de laboratoire et de laboratoire privilégié de l'action militante. Si bien que ça me semble plus difficile aujourd'hui. Et puis, il y a une autre chose, et pardonnez-moi d'être long dans mes réponses, mais ça a à voir sans doute avec une large partie de la dramaturgie du film pour celles et ceux qui ont vu le film, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait ni les réseaux sociaux, ni le mail. Ça n'existait pas à l'époque, en tous les cas, où le film prend Act Up, puisque Act Up, ça a continué longtemps après. Et ça veut dire qu'on était obligé de se voir. Et on était obligé de se voir au moins toutes les semaines, en réunion hebdomadaire de l'ensemble des membres d'Act Up. Et puis par ailleurs, on avait d'autres réunions de groupes, de commissions, etc. Mais ça veut dire qu'on était dans une présence, une coprésence permanente qui aujourd'hui ne serait plus nécessaire, ne serait-ce que parce qu'on passerait très largement par les mails, par les Zooms, etc., etc. Et il faut bien voir que le militantisme, il est vivant dans sa conflictualité même. On n'arrête pas de s'engueuler quand on est militant, et j'imagine que beaucoup d'entre vous le savent, et que c'est vivant. C'est vivant, mais ça peut être dangereux. Et je sais
d'expérience pour avoir vécu un autre militantisme ensuite, que c'est beaucoup plus dangereux de s'engueuler par écrit et par mail et sur et sur les réseaux sociaux, avec des mots qui fusent et qu'on ne peut pas retirer, que quand on est en coprésence dans une même salle où on peut vraiment s'engueuler très fort, ne pas être d'accord et ensuite se prendre dans les bras. Se prendre dans les bras, aller dîner ensemble, poursuivre la conversation comme je vous vois là autour de ces tables. Et je crois que ça, pour le coup, s'il y a quelque chose qui se transmet dans le film, mais sur un mode presque mélancolique, presque nostalgique, c'est vraiment l'idée que le plus beau du militantisme, c'est dans la coprésence des corps, des personnes, et que c'est la possibilité même d'une discussion antagoniste, conflictuelle, vivante, mais jamais définitive. Enfin, toujours relancée, reprise et reprise dans une amitié que les conversations à distance et les conversations par écrit ne permettent pas. L'une des beautés d'ACT UP, mais l'une des beautés de tout groupe militant, c'est que c'était une université mutualiste. Euh, C'était même un modèle d'université mutualiste. Nous avons tous appris à faire des choses que nous ignorions. Moi, quand je suis arrivé à ACT UP, alors je savais écrire parce que c'était mon métier, donc je me suis mis à la disposition pour l'écriture de tous les textes, et bien avant que je devienne président d'ACT UP. Mais je ne savais pas faire de PAO, enfin de mise en page. Et on avait besoin de faire de la mise en page, ne serait-ce que parce qu'il y avait une sorte de coquetterie à ACT UP qui était d'intervenir un terrain graphique et que ça soit beau. Et donc, je me suis formé à la PAO. Bon, voilà, on s'est tous auto-formés et il y avait cette idée qu'on ne pouvait pas faire de la politique si on ne faisait pas de la politique dans notre lieu même, entre nous, considérant que on devait inventer une sorte de modèle d'école mutualiste où chacun enseignait et était enseigné par les autres. Euh, En vérité, je crois qu'il n'y a rien d'original là-dessus. Je pense que c'est le cas de toutes les histoires militantes, toutes. À la réserve près, peut-être, que le militantisme d'ACT UP s'est déployé à un drôle de terrain. C'est-à-dire qu'en gros, notre but, notamment, hein, c'est dès qu'on lutte contre le sida, on lutte contre la façon dont sont organisées les prisons, la façon dont fonctionnent les hôpitaux, la façon, etc. Mais on lutte aussi, et c'est ce qu'on a voulu notamment montrer dans le film, on lutte aussi pour accélérer les processus et les procédures de recherche et d'évaluation des médicaments, parce qu'il en allait de nos vies. Et il faut imaginer ce que c'était quand on est arrivé. Moi, les premières fois que je suis arrivé dans des réunions face à des laboratoires, on nous expliquait que ben voilà, on allait donner à 500 personnes une molécule en expérimentation, et puis à 500 autres un placebo, donc du sucre, et puis on allait compter les morts. C'est comme ça qu'on faisait, et c'est comme ça que fonctionnait la recherche thérapeutique à l'époque. Donc il a fallu qu'on fasse valoir que c'était pas possible éthiquement de faire ça, d'une part, et par ailleurs qu'on fasse valoir que s'ils continuaient à faire ça, ils auraient de mauvais résultats. Ils auraient de mauvais résultats parce qu'on a de bons résultats dans la mesure du consentement de ceux qui se prêtent à un essai thérapeutique. Autrement dit, dans la mesure du respect que les laboratoires pharmaceutiques et les médecins ont de leurs patients et des patients qui participent à cet essai thérapeutique. Et donc, on leur a montré, il fallait leur montrer, qu'on était capable d'inventer de nouvelles façons d'évaluer les médicaments, mais deux, que ces nouvelles façons étaient plus efficaces en termes d'évaluation. Elles étaient plus rapides et plus efficaces. Il faut imaginer, aucun d'entre nous n'était médecin. Aucun d'entre nous n'avait une formation de chercheur. Sauf que on y est parvenu. C'est-à-dire que, et c'est sidérant qu'on y soit parvenu. Mais ça n'a été possible que parce qu'on a fabriqué cette espèce d'université
permanente qui faisait que on traduisait, on passait des nuits entières à traduire des articles scientifiques. On n'y comprenait rien au début, on téléphonait, on essayait de comprendre, et puis on y est arrivé. Et ce qui semblait impossible à l'époque pour nos interlocuteurs médicaux et nos interlocuteurs des laboratoires pharmaceutiques est devenu possible. C'est-à-dire que après nous, la recherche thérapeutique, après nous, ACT UP, mais d'autres associations, hein, AIDE aussi, etc., on formait un collectif, la recherche thérapeutique a radicalement changé. Et donc ça n'était possible qu'à la condition qu'on devenait plus fort qu'eux sur un certain nombre, plus fort parce qu'on était moins inerte, on n'avait pas cette espèce d'habitude qui est que c'est comme ça qu'on doit faire. Bon. L'autre point, c'est sur la fête et le deuil. Alors, il faut vous dire une chose, hein, c'est qu'au début des années 90, quand on est un groupe de 100, 150, toutes les semaines, les réunions commencent, comme c'est le cas dans le film, par l'annonce de mort d'amis. En général, on ne meurt pas tout de suite, ça veut dire qu'on meurt, mais on a cessé de venir à ACT UP depuis un certain temps, parce qu'on ne peut pas continuer, parce que le militantisme, ça demande d'être tout de même en bonne santé. Et donc, ça veut dire qu'on a vécu dans une sorte de deuil permanent. Et quand on n'allait pas dans des enterrements, on allait dans des hôpitaux. On n'était pas du tout prêt à ça, mais on finit toujours par s'habituer et par être prêt. Alors, comment on vit ce deuil collectif? Ben, on le vit d'abord parce qu'on est vivant, et ensuite parce que les tombeaux ne se referment pas. C'est-à-dire que je me souviens, quant à moi, d'avoir fermé les tombeaux de mes amis morts à partir du moment où j'ai compris que j'allais survivre et que j'étais pas dans la même charrette simplement parce que j'ai bénéficié des traitements. Autrement dit, c'est un deuil sans deuil. Voilà, c'est comme ça qu'on a vécu. Quant à la question de la fête, alors, bon, il y a deux choses. Il ne faut pas confondre la fête, il ne faut pas confondre le film et le réel. La fête, c'est presque, on l'a écrit avec Robin parce qu'on avait en tête les beuveries et les bitures dans un film de guerre, quoi, hein. Donc, c'était vraiment cette idée qu'il fallait donner à voir, il fallait scander le film par ces trucs qui nous émeuvaient quand on voyait les films hollywoodiens, hein. C'est les gamins qui vivent un truc horrible sur le front et puis qui vont se biturer. Nous, on se biturait, mais surtout on se droguait pas mal, et surtout on est contemporain d'une génération techno, d'une génération de la house music. Et donc, on a beaucoup fait la fête, mais pas autant que dans le film. Pour autant, euh, pour autant ce type de fête-là fait partie de la culture gay et faisait pleinement partie de notre culture de jeunes femmes et de jeunes hommes à l'époque. Et c'était aussi une façon de rendre hommage à ça et de s'en souvenir. Et peut-être que c'est par ça que je terminerai, l'un des enjeux d'ACT UP, c'était de montrer qu'on était vivant tant qu'on n'était pas mort. Les seules images qui étaient diffusées quand ACT UP s'est créé des malades du sida, c'était des images de malades du sida avec la famille endeuillée autour, et de malades du sida, le visage ravagé par la maladie. Et ces images passaient. C'était les images qu'on voyait dans les journaux. Et il nous a paru très important, c'est pas seulement d'ailleurs le plaisir de faire la fête, c'était très important de donner à voir d'autres corps de malades du sida. Les corps de malades du sida qui agissent dans la rue, qui interviennent, qui courent pour pas se faire attraper par les flics, qui sautent par-dessus les barrières des ministères,
bloquent les laboratoires pharmaceutiques quand ils font trop chier et qui ne veulent pas nous écouter, et puis qui font la fête. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, et il y avait vraiment cette idée très claire, qu'on serait vivant jusqu'au bout. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Merci à vous. Bonne continuation, bonne réunion. Merci, Vanessa.